fois avec Pierre Pantarotti et puis ensuite avec Bernard Henrissa, et qui est maintenant associé à Antipolis et qui est spécialisé dans le transfert horizontal des gènes chez les eucaryotes. Donc, pas très loin, on est ravis qu'il soit venu avec nous, pendant qu'il travaille à la fois sur les plantes et sur les vers. Et donc, ça va nous élargir notre horizon de connaissances. Merci d'être venu. Eh ben, merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est toujours un plaisir de revenir à Marseille. Et puis en plus, là, il y a Pierre et Bernard chez mon postdoc. Je me sens vraiment en famille, c'est super sympa. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'importance des transferts horizontaux dans l'émergence du parasitisme des plantes chez les nématodes. Donc moi, comme on l'a dit, je suis chercheur à l'INRA, à Sophia Antipolis, donc ça c'est notre labo. Et donc ce labo, c'est le pôle santé des plantes. On s'intéresse à la santé des plantes dans différents aspects, côté agresseur, symbionte, etc. Donc, quelques parasites de plantes. Alors en fait, ces nématodes ont une distribution planétaire globale. On les trouve un petit peu partout, particulièrement dans les régions tropicales et tempérées. Alors le plus de dommages qu'ils font, ce sont dans les régions tropicales. Ce sont des vers microscopiques, donc en général inférieurs, ils sont inférieurs au millimètre, entre 250 et 500 microns. On estime tous les ans qu'ils causent entre 80 et 100 millions d'euros de dommages à l'agriculture mondiale. Et on connaît aujourd'hui plus de 3000 plantes qui sont hôtes de ces nématodes, et donc beaucoup de plantes d'intérêt agronomique ou économique, comme pommes de terre, tomates, etc. En fait, alors, une autre chose qui est intéressante chez ces nématodes, c'est qu'on trouve un large panel de modes de reproduction. Certaines espèces sont capables de se reproduire de manière sexuée, d'autres sont parthénogénétiques et d'autres sont capables d'alterner entre les deux modes de reproduction. Alors chez ces nématodes, on trouve des ectoparasites, donc certaines espèces qui restent à l'extérieur de la plante et qui viennent se nourrir directement de cellules de plante. D'autres par contre sont endoparasites, qui sont capables de rentrer effectivement dans le tissu de la plante, de migrer dans cette plante, etc. D'autres restent sédentaires. Et certains autres nématodes, comme par exemple ici Xiphinema index, sont vecteurs de virus comme le virus du cournouet de la vigne. Donc c'est le principal virus qui attaque la vigne en France et partout dans le monde. Et donc ces nématodes, c'est un problème croissant au niveau mondial et en France aussi, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la plupart des nématicides, pour ne pas dire tous les nématicides qui existaient jusqu'à aujourd'hui, sont maintenant interdits parce qu'ils étaient toxiques pour l'environnement, pour la santé. Donc on n'a pas beaucoup de solutions alternatives pour lutter contre ces nématodes. Alors, si on regarde l'arbre de la vie des animaux, où est-ce que se trouvent les nématodes? En fait, ils sont là. Ils forment un groupe avec les... donc c'est des protostomiens. Ils forment un groupe avec les arthropodes qu'on appelle les ecdysozoaires. Et donc nous, par exemple, l'homme et les autres vertébrés sont ici. Alors si on fait un zoom dans le groupe des nématodes, on peut observer plusieurs choses intéressantes. Donc ici j'ai représenté, alors en jaune c'est toutes les espèces pour lesquelles il y a un génome séquencé disponible ou qui va être prochainement disponible. Et en vert ce sont les clades dans lesquelles on trouve des nématodes parasites de plantes. Alors ce dont on se rend compte rapidement, c'est qu'on trouve 3 clades de nématodes parasites de plantes, donc ici dans le clade 12, ici dans le clade 2, et là dans le clade 1. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que le parasitisme des plantes serait apparu 3 fois indépendamment au cours de l'évolution, dans des phyla qui sont quand même assez éloignés. Et alors, les nématodes qui causent le plus de dégâts, et les seuls qui sont capables de rentrer effectivement à l'intérieur de la plante et d'établir un site nourricier, des interactions très fines avec la plante, se trouvent dans le clade 12 ici. C'est là qu'on trouve les nématodes, donc les root knot nématodes, nématodes agaves, les 6 nématodes ou nématodes apis. Et donc nous, le modèle dans notre laboratoire, ce sont ces nématodes, donc du genre Mélodéjuni ou nématodes agaves. Alors ici, j'ai voulu vous représenter le cycle de vie de ces nématodes, pour vous donner une idée. Donc à partir d'un œuf ici, qui se trouve à l'extérieur de la plante, des racines de plante, donc émerge un juvénile de stade 2, donc le stade 1 il est dans l'œuf. Et cette larve juvénile, elle est capable déjà de tout ce qu'il faut pour pouvoir infecter une plante, donc elle se dirige jusqu'à l'apex racinaire,
Elle est capable donc de pénétrer dans la plante et elle remonte le long du cylindre central. Elle navigue ici entre les cellules de plante et elle va aller piquer 5 ou 6 cellules dans la plante pour établir en fait pour faire établir par la plante un site nourricier donc qui est constitué de 5 à 7 cellules géantes comme ça polynucléées qui résultent de division du noyau sans division de la cellule. Et elle va induire aussi la multiplication de cellules autour, ce qui va faire en fait les symptômes des galles dans la racine des plantes. Donc à partir du moment où le nématode fait ce site nourricier, il reste sédentaire, il ne sort plus jamais de la plante pour le reste de son cycle de vie, et donc il va subir encore quelques mues. Et donc cette espèce-là, elle est parthénogénétique mitotique. Il n'y a pas de reproduction sexuée, il n'y a pas de méiote. Et donc les femelles vont se transformer comme ça en une espèce de grosse boule en forme de poire, remplie d'œufs. Et donc ces œufs vont être ensuite extrudés à l'extérieur de la racine. Et donc on va recommencer le cycle d'infection comme ça, à partir d'un œuf, une nouvelle larve juvénile. Donc on a des centaines d'œufs dans ces masses d'œufs. Et les larves vont continuer soit à infecter la même plante ou des plantes voisines. Donc ça ici c'est quelques exemples un exemple de symptômes. On voit que le système racinaire ici est complètement plein de galles, c'est pour ça qu'on appelle le nématode à galles. Donc on voit qu'après infection, 21 jours après l'infection, on voit l'apparition de ces grosses cellules, ces cellules géantes, qui provoquent donc ces galles visibles à l'œil nu en fait, on peut repérer assez facilement. Et bien sûr, donc tout le système racinaire est perturbé, et donc il ne tue pas la plante, hein, ces nématodes ne tuent pas la plante, mais empêchent toute récolte après, puisque les plantes sont complètement fatiguées, les fruits sont tout harmonieux, etc. Donc ça provoque de gros dégâts. Donc alors bien sûr, la particularité des plantes, c'est qu'elles ont une paroi cellulaire qui est une barrière assez efficace normalement contre beaucoup d'agresseurs. Et elle est constituée essentiellement de divers un réseau de différents oligo-et polysaccharides comme la cellulose, la pectine, etc. Et évidemment, donc, les nématodes parasites de plantes vont avoir un sérieux problème avec cette paroi cellulaire, puisqu'ils ont besoin de la dégrader, de la modifier ou de la ramollir pour pouvoir rentrer dans la plante, naviguer entre les cellules comme ils le font, ou des fois à travers les cellules pour certains nématodes, se nourrir de cellules de plantes, ou sortir les œufs de la plante, etc., ou s'échapper eux-mêmes de la plante. Ils doivent faire face à cette barrière. Alors, on connaît des enzymes pour dégrader la paroi des plantes. Donc, il y a différentes classes de casines, donc carbohydrate active enzymes. Donc, ces familles de casines sont classées ici en fonction de leur similarité de séquence de substrat et sur une base structurelle fonctionnelle dans la base de données CASI qui est développée ici à Marseille. Et donc, il y a plusieurs classes, donc les glucosidrolases, pectathiases, carbohydrates, etc., qui participent à la dégradation de la paroi des plantes. Alors, on sait que chez les champignons et les bactéries, on a beaucoup de ces enzymes, sont d'ailleurs largement utilisées dans l'industrie, pour la dégradation des oligo- et polysaccharides de plantes. Mais par contre, les animaux, les métazoaires, sont en général dépourvus complètement de ces enzymes. Par exemple, nous, on est capable de digérer certains de ces sucres grâce aux micro-organismes qui vivent dans notre microbiome intestinal. Alors pourtant, en 1998, la première enzyme de dégradation de la paroi des plantes chez un animal avait été découverte, et c'était chez un nématode parasite de plantes, donc un nématode à kyste, dans lequel une cellulase avait été trouvée. Alors, à cette époque aussi, les auteurs avaient déjà remarqué que, de façon intéressante, cette enzyme présentait les plus fortes similarités avec des enzymes de bactéries, et donc ils pensaient que cette enzyme avait été acquise probablement par transfert horizontal à partir de bactéries dans le génome de ces nématodes. Alors en fait, ici, vous avez une représentation de ces nématodes parasites de plantes dans le tissu végétal. Donc, la grosse différence entre les nématodes à kyste et les nématodes à galles, c'est que les nématodes à kyste traversent les cellules quand ils migrent dans le tissu végétal, alors que les nématodes à galles se faufilent un petit peu entre les cellules, comme ça, ils ne traversent pas les cellules. Un point commun par contre entre les deux, c'est que tous possèdent des cellules, comme ça, des glandes subventrales, qui leur permettent de sécréter à travers un stylet
ici tout un tas de molécules qu'on appelle des effecteurs qui vont interagir dans la plante, donc, dont certaines de ces enzymes de dégradation de la plante. Donc depuis 1998, il y a tout un tas d'enzymes de dégradation de l'appareil des plantes qui ont été identifiées chez ces nématodes. Donc plusieurs cellulases de plusieurs familles différentes, par exemple cellulase de la famille GH5 chez les Tinnitina, enfin, les noms peu importe, je reviendrai après, de GH45. Donc, ce qui a été intéressant aussi de voir, c'est que récemment on a trouvé une cellulase de la famille GH12 chez un nématode du clade 2, donc qui est très éloigné du clade du médogine, et qui est d'une famille complètement différente. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'on trouve dans le génome de cette question. Donc des enzymes aussi pour la dégradation de la pectine, et des expansines, donc qui sont des protéines qui agissent sur les liaisons non covalentes dans la paroi cellulaire des plantes, et qui participent à la dégradation de la paroi des plantes, qui aident les autres enzymes à faire le processus. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs de ces enzymes-là ont été vraiment trouvées donc, par hybridation in situ dans les glandes subventrales chez le nématode. Toutes ont des supports OST, donc on sait qu'elles sont transcrites par le nématode, elles sont présentes dans les glandes de sécrétion. Par des analyses protéomiques, certaines de ces enzymes ont été trouvées dans les sécrétions de nématodes. Et il y a même des groupes qui sont intéressés à silencer ces gènes, à les inactiver. Et ils ont vu qu'effectivement, quand on empêche ces gènes de s'exprimer, l'efficacité du parasitisme est nettement amoindrie chez ces nématodes. Alors, le point commun entre toutes ces enzymes, c'est qu'elles ont, si on s'amuse à faire des blasts, elles ont toutes des similarités plus fortes chez les bactéries ou les champignons que chez les autres métazoaires. Ce qui fait penser que peut-être elles ont été transférées. Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas de génome pour ces nématodes parasitants. Donc on savait qu'il y avait potentiellement plusieurs familles d'enzymes, mais on ne connaissait pas le répertoire complet chez un seul individu. Alors en 2008, donc 10 ans après la découverte de la première enzyme d'aération de la paroi des plantes chez un animal, on a obtenu le séquençage de 2 nématodes parasites de plantes, donc du genre nématode et du genre Mélodogine, donc le nématode vagal. Donc Mélodogine incognita, dont le séquençage a été coordonné par notre équipe à Sofia, et le séquençage de Mélodogine à plat, en Caroline du Nord, en Nouvelle-Amérique. La différence majeure entre les deux, c'est que celui-là est asexué obligatoire, parthénogénétique obligatoire, alors que celui-là est capable de faire du sexe, d'alterner entre parthénogénèse et reproduction sexuelle. Le spectrodote aussi est différent, le spectrodote est beaucoup plus large chez ce nématode. Donc, une fois qu'on a eu ces génomes-là, on a pu regarder le contenu en enzymes et le comparer aux autres génomes de nématodes ou de métazoaires. Et donc voilà ce dont on s'est rendu compte, c'est que chez une seule espèce, comme par exemple chez Mélodogine incognita, le nombre total d'enzymes de dégradation de l'appareil des plantes pouvait dépasser 60 enzymes et représenter différentes familles dans un seul organisme. Par exemple, on a des cellulases de la famille GH5, des xylanases, des polygalacturnases, pectaquilases et des candidates arabinases dans ce génome. Et certaines de ces familles, comme vous pouvez le voir, potentiellement représentent des familles multigéniques. Par exemple, on a 21 cellulases trouvées, ou 30 pectaquilases dans le génome de cette espèce. Et bien sûr, quand on regarde chez les autres, dans le génome des autres nématodes, on ne retrouve pas du tout ces enzymes. La seule exception chez cet organisme-là, Pristiopus pacificus, qui n'est pas un parasite de plante, mais qui vit en association avec des insectes morts, en fait, et il se nourrit de bactéries et de champignons qui dégradent l'insecte. Et ces cellulases-là, en fait, l'activité cellulaire a été montrée, on pense que c'est utilisé pour dégrader la cellulose des bactéries et pas d'appareil. Mais hormis ça, on ne trouve absolument aucune de ces enzymes dans les autres génomes de nématodes. Donc on retrouve aussi des expansines. Et l'analyse du génome aussi a permis de montrer ce qui n'avait jamais été trouvé avant, 2 enzymes de la famille GH32 qui sont potentiellement des invertases. Donc la fonction possible, c'est invertase, donc qui est la conversion du sucrose en glucose et fructose. Donc le sucrose, c'est le sucre qui circule majoritairement dans les plantes, et le glucose, il est directement utilisable par un nématode. Donc potentiellement, il serait capable de l'utiliser pour se nourrir du sucre qui circule dans les plantes. Et donc tous ces gènes-là ont un peptide signal, donc potentiellement ils sont sécrétés par le nématode.